Bonjour à tous. Alors, je regardais hier le discours d'Orban au Parlement européen. Donc, la Hongrie, a priori, a été sanctionnée pour son positionnement, sa volonté de ne pas ouvrir ses frontières. Et donc, du coup, je regardais ce type-là en train de faire son discours face à tout le monde, seul contre tous, on va dire, quasiment. Et j'ai élargi un petit peu ma réflexion concernant la notion de virilité et de masculinité. Alors, je voulais vous faire partager ça éventuellement vous demander ce que vous en pensez, vous, parce que le départ de ma réflexion, c'était ça, c'était de me dire qu'on est à une époque où on joue volontiers de tous les codes. Les mecs arborent la barbe comme au 19e siècle, côté très patriarcal. Quand vous ouvrez Instagram, tout le monde est stéroïdé jusqu'au bout des orteils, tout le monde est tatoué. Maintenant, il faudrait regarder ceux qui ne sont pas tatoués. Quand on prend la mode du tatouage, par exemple, bah oui, ça fait viril. Ça fait viril parce qu'à l'origine, c'était quoi? C'était les légionnaires, un peu comme Mabao aussi porte la barbe, certains. Bon, c'était les légionnaires, les mecs les pêcheurs. On prend les yakuza par exemple, c'est pareil, grosse tradition du tatouage. Donc là, on joue sur ce code de la vérité, des gens qui à la base marquaient au fer rouge dans leur peau les difficultés de leur vie, qui n'étaient pas celles du bourgeois de base. Et donc maintenant, les choses se sont inversées. Tout le monde est tatoué quasiment, tout le monde arbore des tatouages pour faire viril, pour avoir l'air le plus masculin possible. Et donc, mais, la question est là, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de viril et de masculin? Est-ce que, en étant tatoué, en étant stéroïdé, bodybuildé, ou même en portant la barbe, ou en roulant des mécaniques, voire même en vous frappant la poitrine comme les gitans lors du célèbre clash qu'on a tous apprécié sur YouTube il y a quelques temps, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de viril? Alors, ça c'était le point de départ de ma réflexion en regardant le discours d'Orban, et moi je me dis, bah non, la réponse est non, parce que pour moi la virilité, c'est tout simplement, on peut le résumer en un mot, pour moi c'est positionnement. Voilà, tout simplement, c'est du positionnement. Et quand je vois ce type-là arriver en costard-cravate, armé de la légitimité de son élection, d'une part, armé de ses convictions profondes, et armé de ce qu'il a dans le pantalon ou dans le ventre, enfin bon, pour se mettre face à tous et les envoyer balader en leur disant non, je reste positionné sur mes valeurs, bah oui, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est effectivement, il faut avoir du courage, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Certes, mais comment ça se concrétise directement sur le terrain? Ça se concrétise par des actions, et ça se concrétise par du positionnement, tout simplement. Alors dans son discours, il a rappelé plusieurs choses. Le premier élément, c'est qu'effectivement, eh bien, il tient sa légitimité de l'élection, il a été largement élu, donc il est représentant du peuple hongrois qui, lui, ne veut pas, enfin, veut conserver son identité, veut pas être envahi, alors, à raison, c'est pas le fond de mon discours. Le peuple hongrois a décidé, élit un représentant qui, lui, pour le coup, porte la voix du peuple hongrois. Alors c'est vrai que nous, on n'est plus habitués à ce genre de choses, parce que ça fait des années qu'on met en place, par confort aussi, parce que comme on a la trouille à chaque fois, on met en place les mêmes gugus qui vont nous bananer, parce que ce sont des gens qui sont élus, ils sont censés nous représenter, mais en fait ils nous baladent depuis des années, alors qu'on prenne même les jeunes ou un jeune, enfin c'est les mêmes arrivistes de toute façon, qui font exactement la même chose. Donc on n'a plus l'habitude, donc en fait quelqu'un qui va être élu par le peuple et qui est censé représenter les gens qui l'ont mis au pouvoir, bah nous en Occident, non, ces types-là ne sont pas censés faire ce pourquoi ils ont été élus. Donc c'est vrai, ça nous choque effectivement de voir quelqu'un qui va représenter la voix de son peuple. Donc ça c'est le premier élément. Bref, c'est petit aparté. Le deuxième ancrage qu'il va avoir, c'est un rappel historique tout simplement, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Alors en même temps, évidemment, rappeler leur histoire à des gens qui sont incultes ou qui font preuve de mauvaise foi, parce que bon, ça c'est aussi une tendance de notre époque, c'est difficile, mais en attendant, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Effectivement, la Hongrie a toujours été aux marches de l'Europe et a été toujours un rempart, où on va dire la première porte et le premier mur de défense de la citadelle Europe assiégée. Et effectivement, depuis 1000 ans, c'est comme ça.
Donc ce rappel historique étant, c'est toujours bon de le mentionner. Et puis c'est aussi, ça constitue un ancrage dans l'action politique de cet homme. Et le troisième argument qu'il a avancé, c'est tout simplement que lui-même, je pense, vu son âge, a connu le mur, le rideau de fer. Les Hongrois se sont battus contre le communisme, donc ils se sont battus contre liberté, pour leur liberté. Ils ont payé le prix du sang, à la fois pour leur propre liberté et pour celle de tous les Européens, hein, évidemment. Quand on est aux marches de l'Empire, entre guillemets, eh ben, on est confronté aux assauts des différents ennemis hein, dans l'histoire. Et donc, il rappelait un truc assez amusant en leur disant que tous ceux qui étaient là n'avaient pas eu vraiment beaucoup à se lever pour défendre leur liberté et à combattre. Voilà, donc la légitimité de l'action et des armes. Donc ça, c'est aussi un ancrage très intéressant. Hein, et donc, du coup, ça m'a fait sourire aussi parce que j'ai repensé à un mot de Claude Agege. Alors Claude Agege, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un linguiste. C'est quelqu'un que j'ai découvert il y a des années sur les plateaux télé. Et, je l'écoutais parler avec plaisir parce que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment très bien la langue. Et donc c'est très agréable, quelqu'un comme ça est très agréable à écouter. En plus, c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Et donc il disait dans une émission il y a très longtemps que dans l'histoire, les premiers qui trahissent, ce sont toujours les élites. Ça, c'est une constante. Alors, vous trouvez ça étonnant? Sans doute pas, parce que bon, ce sont des gens qui, face à l'occupation ennemie, vont trahir tout simplement pour conserver leurs avantages économiques et leur position, leur pouvoir. Alors, quel est l'intérêt de l'envahisseur, entre guillemets, dans ces cas-là? Il est simple, c'est de s'appuyer tout simplement sur une infrastructure, une organisation qui existe déjà, avec l'appui de ces gens-là, de nos élites, entre guillemets, qui vont tapiner pour le nouveau pouvoir en place. Voilà. Donc, donc les élites sont toujours les premiers à trahir, évidemment. Et donc, il ne faut pas aller très loin pour voir les retournements de veste perpétuels qu'on peut avoir et de positionnement qu'on peut observer. Si vous-même, vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous verrez bien que depuis en fait, quelques dizaines d'années, et moi c'est ce que j'ai observé, hein, depuis que j'ai l'âge, entre guillemets, de raison et de m'intéresser à tout ça, c'est effectivement une constante. Et je veux bien croire qu'en période de conflits beaucoup plus intenses et de troubles, eh bien, on est effectivement ces élites qui, hop, virent leur cutie très facilement. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'observer ça. À travers ce discours, vous avez effectivement une bonne démonstration de virilité, tout simplement, parce qu'on a quelqu'un qui est positionné dans son action. Il reposait son action sur finalement 3 points qui sont la base de sa légitimité. Et donc, à partir de là, il ne vient pas bodybuilder jusqu'aux oreilles, il ne vient pas torse nu en se frappant le torse, il vient en costard-cravate, il regarde ses interlocuteurs dans les yeux et il leur explique calmement que je vous envoie balader, ça ne passera pas pour ces différentes raisons. Voilà. Moi, je trouve ça, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Prenez-en de la graine dans vos vies quotidiennes, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de vociférer dans tous les sens, d'être habillé comme un Mac et de rouler des mécaniques, ou même d'être tatoué et d'exhiber ses tatouages pour avoir l'air viril. Vous devez déjà être positionné. Vous avez le choix entre deux choses, hein, finalement, c'est-à-dire, ou trois, on va dire, hein, c'est-à-dire d'être complètement soumis, de jouer, d'avoir des tatouages tribaux sur un biceps gonflé à l'hélium, et puis en jouant de ces codes-là, vous couchez au moindre coup de vent, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de vous frapper la poitrine, hein, comme le grand singe, et donc de parler, hein, et de dire des choses. Mais là, vous êtes une trompette si vous ne faites pas derrière. Hein, vous êtes là, vous claironnez à tout vent, mais il ne se passe rien. Et la troisième des possibilités, c'est tout simplement en prévenant, en disant c'est comme ça, ou pas, en fonction de votre stratégie, mais en attendant, vous avez pris une décision, et puis vous vous y tenez. Donc si vous mettez en place ce petit processus dans tous les champs de votre vie, vous verrez que là, c'est reprise, par exemple, vous êtes tous rentrés hein, après les vacances, il y en a qui se sont dit, oh là là, j'ai pris un peu de bide, ça va être compliqué.
Le positionnement, c'est ça, hein, c'est de vous dire, voilà, ok, je change. Il y a un changement qui s'opère, et c'est pas demain ni après-demain, c'est maintenant. Vous posez vos marqueurs, en fonction de ces marqueurs, vous avez une réponse qui tombe, vous avez une prise de décision en regard de ces réponses, et ensuite vous êtes positionné, c'est-à-dire vous décidez, vous allez mettre en place une stratégie, vous avez décidé, et vous actez, et vous validez chaque étape qui vous mène à l'obtention de votre résultat. Voilà, l'équation est relativement simple. Parfois, ça fait du bien d'observer des gens d'un certain niveau comme ça la mettre en place. Alors bon, ceci dit, on reste toujours prudent. Moi, je me dis maintenant, pour en revenir à la Hongrie, ils se sont positionnés, donc on va voir ce qui va en être de la suite, hein. Est-ce que ils vont négocier des choses? Bon, ça c'est le registre de la politique, hein, je dirais. Ça sort du cadre de mon propos, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et c'est tirer la substantifique moelle pour pouvoir continuer à progresser, hein. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ça, de ce positionnement, hein. Qu'est-ce que c'est pour vous, comment se manifeste vraiment concrètement la virilité, hein. J'ai parlé dans Sanshin, mon dernier ouvrage, de beaucoup de choses, et j'ai donné un exemple de ça dans un exercice qu'on a en karaté, qu'on appelle le Jukubite. C'est tout simplement un exercice de combat, hein, qu'on pratique à certains niveaux. Et pour vous en donner la description brute et rapide, c'est tout simplement la notion de duel qu'on pouvait avoir au 19e siècle, hein, ou celle qu'on peut retrouver chez les samouraïs, c'est-à-dire un coup, une vie. Donc grosso modo, pour prendre une image occidentale, il faut imaginer deux types en redingote sur le champ de Mars à 5 heures du matin. Après avoir fait 10 ou une quinzaine de pas, ils se font face avec un revolver, sans gigoter en tous les sens, ils ont droit à un coup, ils se mettent en joue et ils tirent. Voilà, que le meilleur gagne, hein. Que celui qui ait la main qui tremble le moins possible atteigne sa cible et prie pour avoir la chance de ne pas se faire toucher en retour. Donc ça, c'est un peu le principe du duel, c'est le principe du Jukubite. On définit un attaquant, on définit un défenseur, on est à distance et l'attaquant lance son attaque quand il le sent, il la lance plein pot. Le défenseur, lui, doit traiter cette attaque, il ne sait pas ce que l'autre va faire. Évidemment, il ne peut pas se sauver en courant, ce n'est pas le but du jeu. Et très souvent, ce qu'on va observer dans ce type d'exercice, c'est parce qu'il y a une lutte émotionnelle intense. Et là, ce qu'on va observer, c'est que finalement, celui qui avait le rôle de défenseur, parfois va rentrer dans l'attaque de l'autre, c'est-à-dire il va briser l'assaut de l'adversaire, parce qu'il va sentir à un moment donné que l'autre va démarrer, et avec cette tension émotionnelle, il va pénétrer dans l'attaque. Donc autant vous dire que vous n'avez pas le temps de faire tout ce protocole qu'on peut observer avant les matchs de boxe, hein, où les gens s'impressionnent, s'intimident. Bon, ça, c'est le show, hein. Et vous n'avez pas le temps, dans le cadre du combat, de faire des feintes pour vous garantir une ouverture et démarrer votre action. Là, on est sur autre chose, on est plus sur du travail mental que physique, mais on a encore une fois une bonne démonstration de cette notion de positionnement. Voilà, vous êtes positionné face à une situation, quelle qu'elle soit, face à un adversaire, face à un danger, vous avez pris une résolution, vous y tenez, et il n'y a rien qui peut vous faire flancher. Vous êtes dans l'action, vous agissez. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous avez d'autres remarques par rapport à ça. Et puis, à bientôt pour une nouvelle réflexion.